parole pour présenter votre travail, votre mémoire, et vous avez 15 à 20 minutes de présentation, et ensuite on reviendra sur les questions. Je vous donne la parole, Madame Sorna Ramatoulaye Sissi, pour 15 à 20 minutes. Merci de m'avoir donné la parole. Chers membres du jury, chers membres publics, bonjour. Je tenais tout d'abord à remercier les membres de mon jury, mes professeurs ici présents, en l'occurrence le professeur Absamédia qui a eu à mandater et à me suivre durant tout ce travail. Merci pour le soutien. Et merci aussi au professeur Moussa Diaw qui a aussi eu à participer à ma formation. Chers membres du jury, sans enfreindre au protocole, j'aimerais saluer la présence de mes parents ici présents et de mon époux, de tous mes amis et de ma famille. Pour entrer dans le vif du sujet, intitulé La diplomatie climatique de 1992 à nos jours, face aux égoïsmes nationaux, quels enjeux pour les pays du Sud, nous allons brièvement revenir sur la problématique, la question de recherche, le cadre théorique, les hypothèses, la méthodologie, les résultats et la discussion de ces résultats. La problématique climatique, environnementale du moins, c'est depuis les années 1970 introduite dans les relations internationales et occupe le principal sujet de la diplomatie climatique. En effet, à partir de 1992, l'implication de la science à travers divers rapports du GIEC ont conduit à une prise de conscience par les politiques de l'âge anthropocène, marquée par une forte transformation de l'écosystème terrestre par l'homme. Ainsi, l'environnement comme problématique majeure et mondiale, une problématique transnationale qui, selon François Gemène, transcende le domaine de l'environnement pour occuper tous les domaines de la vie publique, à savoir le politique, le social et l'économie, est ainsi inscrit à l'agenda de l'ONU pour appeler à une coopération internationale entre les États, mais aussi avec l'implication des acteurs non étatiques qui, certes, ne détiennent pas le monopole décisionnel, mais participent de façon très importante dans le processus de négociation. À cet égard, la conférence des parties sous l'égide de l'ONU et de la Convention cadre des Nations Unies offre un cadre institutionnel à cet échange entre les États, mais aussi entre les acteurs non étatiques. Selon Manon Nour-Tanous et Xavier Bacro, la diplomatie climatique désigne l'ensemble des activités consacrées à la conduite des négociations dans le domaine du climat, c'est-à-dire toutes les actions qui conduisent à faciliter les échanges entre les États en vue de mettre en place des institutions pérennes, des normes environnementales et amener à une gouvernance mondiale du problème climatique. Ainsi, la date de 1992, qui nous permet de délimiter temporellement le sujet, marque le premier sommet de la Terre tenu à Rio de Janeiro. Cependant, l'égoïsme national ou bien la primauté accordée aux intérêts nationaux au détriment de l'intérêt global, qui est la planète, constitue une difficulté majeure à la diplomatie climatique. Ceci nous pousse à nous interroger sur les enjeux et les risques de cette dernière pour les pays du Sud, marqués par un groupe assez hétérogène. D'un côté, les pays émergents, de l'autre, les pays africains, mais toujours dans le groupe des pays en développement. Ainsi, la question qui se pose est de savoir, de 1992 à nos jours, comment expliquer les blocages dans les négociations climatiques et leur implication dans les pays du Sud. Pour apporter des éléments de réponse à cette interrogation,
nous avons eu à revisiter les green theories spécialisées dans le domaine, mais aussi les théories réalistes et néolibérales des relations internationales, ainsi que la sociologie des relations internationales. Ainsi, deux hypothèses se dégagent concernant notre travail. La première est de savoir que les divergences de conception du modèle de développement constituent un frein à la diplomatie climatique. La deuxième hypothèse est de savoir que les divergences des acteurs du climat constituent un frein à la diplomatie climatique. À cet égard, la méthodologie utilisée est l'étude de cas dans une perspective comparative en citant l'exemple de quelques pays du Sud, mais aussi en citant l'exemple de quelques pays développés en vue de faire la comparaison. Comme résultat, nous confirmons qu'il existe bel et bien des freins à la diplomatie climatique et que ces derniers sont liés à une divergence de conception du modèle de développement, mais aussi à une divergence dans les intérêts des acteurs du climat. En effet, le modèle de développement néolibéral s'oppose au modèle de développement durable. Le premier étant un modèle d'exploitation intensive et le second étant un modèle qui tente de concilier développement et environnement, développement et écologie. En effet, le modèle de développement néolibéral est un modèle d'exploitation intensive des ressources naturelles, un modèle de surproduction et un modèle de surconsommation. C'est aussi un modèle de privatisation des biens de production. Ceci appelle à une surexploitation des ressources naturelles qui amène à un dépassement des limites et frontières écologiques. Il faut noter qu'aujourd'hui, l'exploitation des ressources naturelles par l'homme a dépassé de 74% de ce que la planète est capable de régénérer. Ainsi, le droit des générations futures à profiter des mêmes ressources que les générations présentes est ainsi freiné. De par cette surexploitation des ressources naturelles. À cet égard, c'est le Club de Rome qui attire l'attention sur le danger d'un tel modèle de développement pour l'environnement. Ainsi, le développement durable apparaît comme une réponse à ce danger, disons comme une solution. De par ses principes et de son contenu, le développement durable est un modèle jugé inclusif et capable de répondre aux défis environnementaux modernes. Dans la définition du rapport Brundtland de 1987, intitulé Our Common Future, le développement durable est un développement qui répond aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins. Il sous-entend ici une certaine symbiose entre la personne humaine et son environnement, mais aussi une certaine solidarité intergénérationnelle. Ainsi, le social, l'économique et l'environnement sont les trois piliers sur lesquels repose le développement durable, en anglais triple bottom line. Ainsi, ce modèle de développement durable s'oppose au modèle de développement néolibéral. Cependant, après des divergences de conception du modèle de développement, il faut noter des divergences dans les intérêts des acteurs du climat. En effet, la diplomatie climatique a cette particularité indéniable de transcender le domaine des États pour introduire d'autres acteurs non étatiques qui occupent une place assez importante. D'un côté, il faut noter la position des acteurs des pays développés, de l'autre côté, la position des pays en développement, mais tout en incluant la position des acteurs non étatiques et la position des États africains.
que développement rime avec industrialisation, ou du moins dans le système néolibéral. L'industrie, qui occupe le troisième pilier, troisième domaine responsable des émissions de gaz à effet de serre, occupe 21%, émet 21% des émissions de gaz à effet de serre en 2018 et 18% en 2010. Mais, au vu des relations très étroites entre les industries et les États, on conclurait que les pays développés n'ont pas intérêt à ce que la diplomatie climatique aboutisse, car cela entraînerait leur développement. Toutefois, ce sont ces mêmes pays développés qui se disputent le leadership mondial dans le domaine de la diplomatie climatique. Mais aujourd'hui, la montée en force des BRICS, leur croissance accélérée, portée par une consommation d'énergie massive, et la montée d'élite des classes moyennes des pays des BRICS constitue une raison pour dire que les pays en développement ou bien les pays émergents sont dans une dynamique de rattrapage économique tout en suivant la même trajectoire suivie par les pays développés. Ainsi, le développement de la Chine, de l'Inde et du Moyen-Orient représente déjà 60% de la hausse de la demande énergétique mondiale. Ainsi, à la conférence de Varsovie de 2013, les BRICS ont fait valoir leur position déjà connue sur la diplomatie climatique, à savoir que les pays développés doivent fournir beaucoup plus d'efforts que les pays en développement en vue de leur responsabilité historique. C'est ainsi que réclame une justice climatique au nom de la responsabilité historique et au nom de l'équité. Cette même cause est défendue par les pays africains qui sont responsables que de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et pourtant, selon les Nations Unies, sur les 10 pays les plus exposés à la problématique climatique, 7 sont africains, les externalités environnementales n'étant pas favorables au continent africain. Pourtant, l'engagement de l'Afrique dans la diplomatie climatique n'est plus à nier. Mais pour financer sa transition énergétique, l'Afrique réclame un financement de 1 300 milliards de dollars à la COP26 de Glasgow, un financement qui n'a pas été accordé par les pays du Sud, déjà qu'il avait promis en 2015 à la COP21. À ce jour, seulement 10% de cette somme a été financée. Et l'Afrique reste le continent le moins résilient face à la problématique climatique. Pendant ce temps, il faut admettre pour positiver, il faut admettre que la lueur d'espoir pourrait être portée par les acteurs non étatiques qui, malgré leur impact très limité dans le processus de négociation, continuent de porter un espoir sur une probable réussite de la diplomatie climatique. En Afrique, par exemple, il faut noter une bonne dynamique de la jeunesse africaine, de plus en plus engagée dans la problématique climatique. Et c'est là des actions à valoriser et à vulgariser pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À la COP26 de Glasgow, le succès a été d'avoir réuni dans un même endroit des acteurs non étatiques venus de partout dans le monde pour plaider pour la cause de l'environnement. Ainsi, divergence de conception du modèle de développement d'une part et divergence d'intérêt des acteurs du climat constituent des blocages de la diplomatie climatique. C'est ainsi que se termine notre exposé. Merci de votre aimable attention. Merci, Madame Sofna Ramatoulaye Cissé, de votre exposé
14 minutes et 29 secondes. Vous êtes dans le timing, parce que c'était entre 15 et 20, voilà, à peu près, vous êtes en limite, dans le cadre de temps que vous avez imparti pour présenter votre travail. Maintenant, je donne la parole à votre encadreur, le professeur Bertrand Ndiaye, pour faire des observations sur le travail et puis des observations aussi d'usage sur l'assiduité, sur le comportement de l'étudiant et sur sa trajectoire scolaire et académique. Donc, professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, chers collègues. Bonjour, Madame Cissé. C'est toujours pour moi un grand honneur et un immense plaisir de partager le jury avec mon collègue Moussa Diaw, avec qui j'ai beaucoup d'affinités scientifiques. Pour faire un témoignage sur l'impétrante Sokhna Ramatoulaye Cissé, je dirais que c'est une étudiante assidue et sérieuse dans ses études. Je la suis au moins depuis la licence 3. J'ai constaté que c'était une étudiante quand même régulière, qui venait régulièrement au cours et qui était aussi très intéressée par les cours. Elle participait beaucoup durant les séminaires, notamment les séminaires en Master 2. Et pendant l'encadrement de son mémoire, elle a toujours aussi été respecter les rendez-vous que je lui donnais et elle a fait vraiment le travail dans le délai qu'il fallait. C'est vraiment un étudiant modèle à encourager. Maintenant, sur le travail, bon, comme on dit, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire, parce que c'est moi qui l'ai encadré. Mais il y a une question plus générale que j'aimerais poser, c'était de savoir vraiment, est-ce que le développement peut être durable? On parle beaucoup de modèle de développement durable comme modèle alternatif par rapport au modèle de développement libéral. Mais la question que j'aimerais vous poser, est-ce qu'un développement peut être durable? Ensuite, est-ce que vous pouvez revenir sur les fonds verts par rapport aux pays africains? Parce qu'il y a des fonds qui sont destinés à l'amélioration des conditions climatiques, mais les pays africains souvent peinent beaucoup à bénéficier de ces fonds. Est-ce que vous pouvez revenir sur les fonds verts? Monsieur le Président. D'accord. Donc, vous êtes interpellé sur votre travail, sur la question du développement. Peut-on parler des développements durables, ensuite revenir sur les fonds verts qui sont attribués aux pays africains? Est-ce que vous pouvez dire deux mots sur ces deux questions? Est-ce que le développement peut être durable? Bon, c'est la grande question que se pose la diplomatie climatique. Parce que le développement, selon le modèle de développement néolibéral, est fortement lié à l'industrialisation. Industrialisation, comme on l'a dit, a été le principal moteur des problèmes climatiques. Et toutefois, le développement durable apparaît comme une réponse à ce modèle de développement, néolibéral. Est-ce que le développement peut être durable? Vous en avez parlé dans votre mémoire, Oui. Le développement durable. Bon, alors, Le qu'est-ce que vous répondez? développement durable tente à concilier développement social et environnement. Investir dans des projets qui appellent à des énergies propres, c'est ça le développement durable. Et je pense que investir dans ce genre de projet est bien possible. Toutefois, est-ce que les pays sont prêts à aller dans ce sens-là? Parce que le développement durable aussi appelle à une certaine simplicité dans le mode de vie et à une certaine Vous pouvez passer à la deuxième question alors. Les fonds verts. Les fonds verts pour le climat.
c'est l'ensemble des financements qui ont été accordés pour arriver à un modèle de développement durable justement. Et ces fonds verts bénéficient plus aux pays asiatiques que les pays africains. Dans les rapports de l'OCDE, seulement 10% des fonds qui ont été promis ont été déposés jusqu'à présent. Et seulement la majeure partie de ces fonds est allouée aux pays asiatiques. Cela est dû au fait que les pays africains ont du mal à capter ces fonds parce que y a des techniques à respecter que les pays africains ne maîtrisent pas. Et c'est dans ce sens que la Banque africaine de développement déploie à elle aussi des fonds pour former les pays africains à cette dynamique de comment capter les fonds verts. Donc, les pays africains restent les pays qui ont le plus besoin de ces fonds, mais ont du mal à les capter en vue de leur non-maîtrise des dynamiques de captation de ces fonds. C'est tout. Bon, alors je vais reprendre la parole pour faire des observations sur votre travail. Je trouve que c'est avec beaucoup d'intérêt, que j'ai lu votre mémoire. Un mémoire assez dense, ça veut dire que il y a énormément d'efforts de recherche bibliographique, diversifiée. Vous explorez l'ensemble des ressources documentaires et puis la recherche aussi croisée sur le net qui vous ont permis d'aboutir à ce document assez dense, assez volumineux d'ailleurs, mais un mémoire ne se joue pas seulement sur le volume, ça se joue aussi surtout sur la qualité, sur le contenu, et surtout sur la capacité de l'étudiant qui est en master à réfléchir, à faire de la recherche, puisque ça c'est le début seulement d'un travail de recherche vous permettant de vous familiariser avec les outils et de mettre en perspective l'ensemble des enseignements que vous avez suivis, notamment la dimension théorique, et essayer de faire la jonction entre la théorie et la pratique. Je trouve qu'il y a quand même un exercice assez convenable, pratiquement réussi, c'est remettre en perspective l'ensemble des outils théoriques, en analysant bien sûr tout l'enjeu autour du climat, ce qu'on appelait la diplomatie climatique, tous les enjeux de négociation au niveau international, faisant le bilan bien sûr par rapport à l'ensemble des sommets qui ont jalonné l'histoire diplomatique des enjeux climatiques, et de voir quels sont les différents enjeux. On a vu au terme d'un certain nombre de négociations, notamment les négociations de Paris, la COP21, qui a duré un mois. Et il a fallu mobiliser pour la France, ça s'est déroulé à Paris, à Bourget. Il a fallu mobiliser parce que François Hollande voulait faire une sortie remarquable de son quinquennat. Et il a organisé cette conférence qui a duré un mois de négociations avec l'ensemble des acteurs, une pluralité bien sûr d'acteurs. Et puis l'enjeu c'était les négociations qui ont duré longtemps et qui ont plus ou moins abouti à un document consensuel. Pour vous dire tout simplement, dans ce contexte-là, de rapport bien sûr de puissance, entre puissances, entre acteurs des relations internationales, il y a un rapport de force. Ce rapport de force s'est déroulé durant cette phase-là entre puissances producteurs de gaz à effet de serre, donc les pays industrialisés, et les pays en voie de développement qui sont
réceptif justement aux effets néfastes de cette industrialisation à outrance. Et l'enjeu, c'était de savoir comment réduire, c'est ça l'enjeu, hein, comment réduire la production de gaz à effet de serre sans empiéter sur le processus de développement économique et social. Et malheureusement, même s'il y a eu un consensus au sommet de Paris, quelques temps après, il y a eu une nouvelle donne, c'est l'arrivée de Trump au pouvoir, qui a remis en question tout le consensus qu'on a trouvé à travers cette conférence-là. Pour vous montrer les enjeux et les négociations des relations internationales autour du changement climatique, les pays forts et les pays faibles, en même temps, et puis là, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des acteurs qui ne sont plus des États, qui sont des ONG, qui sont des individualités, et qui sont des mouvements écologistes, etc., et qui défendent, ou bien des altermondialistes, ou des gens qui sont contre la mondialisation, et donc vous avez une pluralité d'acteurs qui interviennent dans ce cadre-là, ce qui éprouve la difficulté à déboucher sur un consensus. Et récemment, vous avez le sommet de Glasgow, et chaque fois, c'est comme si ça se termine comme d'habitude, un queue de poisson. Certains sont satisfaits, les organisateurs, mais les vrais acteurs ne sont pas contents puisqu'on n'a pas abouti, et c'est très difficile d'ailleurs, d'aboutir à un document consensuel pour ce qui concerne les négociations autour du climat. Donc tous les enjeux autour de cette question tournent autour des rapports de force entre puissances productrices de gaz à effet de serre et pays qui reçoivent les effets, l'impact justement, et aussi discussion autour de la recherche de solutions consensuelles, c'est-à-dire comment faire en sorte que ceux qui subissent puissent avoir des compensations et puis faire en sorte qu'il y ait une multilatéralisation de ces rencontres-là. C'est là justement la grande question autour de ces enjeux-là. Vous avez, je trouve, dans votre travail, énormément exploité des documents, mais je trouve qu'il y a une certaine compilation. C'est-à-dire que, je vais revenir là-dessus, hein, sur des observations de forme. D'abord, en commençant par les remerciements de la page 3. La page 3, c'est vrai que souvent les étudiants ont tendance à évoquer leur relation avec Dieu et tout cela, mais là on est dans un travail scientifique. Hein. Vos rapports avec Dieu, je crois que ce sont des rapports privés. Hein. Vos convictions ne devraient pas apparaître, mais ça les étudiants le font souvent. Leurs convictions apparaissent, leur chef religieux, leur confrérie, etc., ou leurs relations avec les parents interviennent souvent dans la présentation de leur travail. C'est vrai, ça intervient. Mais bon, au Sénégal, on tout à l'heure, mais ailleurs, en France, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais montrer votre conviction religieuse, si vous en avez. Vous ne devez pas le montrer dans un travail scientifique. Mais ici, on tolère. Hein, on peut même voir le remerciement à Bamba, à Salim Babacar ou Alain Malik ou autres références religieuses. On tolère parce que, bon, même s'il y a une laïcité discutable au Sénégal, on tolère ce genre de situation. Mais dans un travail scientifique, il faut éviter de mettre en évidence vos convictions religieuses. Mais là, c'est au niveau de la forme. Hein. De près et de loin, de près, ce n'est pas avec ET. Alors, ça va chapeauté, non. Près, c'est la distance, de près et de loin. Ce n'est pas avec PLET. Corrigez ça, de près et de loin. Et puis si vous continuez la phrase, de loin, on contribue et continue, il faut mettre un T parce qu'on parle des personnes. Donc il faut corriger ça, de près et de loin. C'est PL, accent grave, S, ou de loin. Ensuite, vous avez quelques soucis avec les ponctuations, vous ne les respectez pas. Troisième paragraphe, quatrième paragraphe, quand vous parlez de certaines personnalités,
qui, virgule, il faut mettre la virgule, qui, malgré son jeune âge, virgule. Donc il faut respecter la ponctuation. Vous en avez aussi le même problème à la page 4, à la fin du paragraphe. D'abord, à toute la famille, quand vous parlez de la famille, de la jeunesse, Chambre internationale Saint-Louis, virgule, il faut mettre la ponctuation. Ensuite, à toute l'équipe, jusqu'à tous les champions, virgule, vous dites merci. Ouais. Et à la fin, là, de près ou de loin, on revient encore à la même faute. Il faut corriger ça. Ça, c'est au niveau de la forme. Ensuite, parce que ça, il faut corriger un repas, c'est un travail scientifique, il faut corriger cela. Ensuite, donc, la ponctuation page 3, page 4, il faudra respecter la ponctuation. Page 7 également. Page 9, au niveau de l'introduction, vous avez à l'avant-dernier paragraphe, quand vous parlez de l'homme se sert des ressources naturelles pour satisfaire ses besoins c'est positif, c'est avec un S, c'est non pas un C. Ensuite, ça c'est la page 9. Il y avait durant le long de votre travail, hein, il y a ces erreurs-là qu'il faudra corriger. Hein. Ensuite, la page 10, vous avez au niveau de la problématique, quand vous dites hors, dépassé, ces deux dernières, la crise, donc c'est la crise, c'est celle la crise qui est dépassée, c'est la crise qui est dépassée. Il faut corriger cela. Ça c'est la page 10. Ensuite, vous avez à la page 11, vous avez quelques erreurs comme cela. Quand vous parlez au deuxième paragraphe, vous parlez de c'est quoi oui, c'est là la phrase. Ces différents gaz sont disponibles, etc. Et vous parlez sont responsables de l'effet de serre. Point. Ensuite, vous reprenez l'effet de serre, il faut éviter. Ça, c'est le style journalistique. Ce dernier, par exemple, vous mettez ce dernier, vous remplacez par autre chose. Mais il ne faut pas répéter les mots. Ça, c'est le style journalistique. Ça n'a rien à voir avec le style scientifique que nous souhaitons avoir dans un travail de master en sciences politiques. Ensuite, à la page 13, moi je vais arrêter hein, parce que je ne vais pas continuer. À la page 13, question de recherche, vous parlez de sommet de la Terre. Mais vous auriez pu nous indiquer un peu que c'est à Rio, le sommet de la Terre. C'est le sommet de Rio. Vous devez le marquer. C'était au Brésil. Parce que si vous dites le sommet de la Terre 92, on ne sait même pas où, il faudra préciser tout cela. Ensuite, on revient justement à la revue de la littérature. Alors là, revue de la littérature, j'ai l'impression que vous compilez. C'est-à-dire que vous reprenez, faites l'historique des différents sommets sur le climat. Regardez, il y a 14 pages sur revue de la presse. 14 pages. 14. C'est énorme. Tout cela, toutes ces pages-là, alors on se demande, quoi. Vous avez suffisamment, c'est vrai, vous avez suffisamment de documents, mais il faut avoir l'esprit de synthèse. Si vous faites la revue de la littérature, il ne s'agit pas de copier, de faire l'historique. C'est juste de la page 13 jusqu'à la page 26. Tout ça, la littérature. Hein? Revue de la littérature. C'est énorme, ça. C'est énorme. Il faut l'esprit de synthèse. Vous avez suffisamment de documents, on voit ça d'ailleurs, et vous avez essayé d'exploiter en tenant compte de la réflexion théorique et l'analyse que vous voulez faire par rapport à votre problématique. Mais là, on sent bien que vous copiez. Il y a énormément de compilations. Et ce qu'on attend, c'est l'esprit de synthèse. Il faut faire la synthèse de l'ensemble de la revue de la littérature sur la question. Et non pas de me faire l'historique, les rencontres au sommet, etc., les résultats. Non, c'est pas ça, c'est pas ça.
il faut mettre en perspective ce qui existe d'abord, et puis par rapport à cela, vous, ce que vous comptez apporter comme réflexion par rapport à cette problématique. C'est cela qu'on attend de ce travail-là. Ensuite, ça c'était sur la 14 pages, c'est énorme. Et puis en plus, vous n'avez pas, surtout à la page 23, c'est rempli, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a rien. Il faut faire des paragraphes pour aérer la pagination. Ça permet, ça facilite d'abord la lecture, ensuite aussi la compréhension, avec l'esprit de synthèse. Plutôt que de copier, vous avez suffisamment de littérature, mais ce n'est pas parce que la revue de la littérature n'est pas seulement une compilation, c'est une réflexion, un travail aussi méthodologique qui demande une réflexion subséquente par rapport à un certain nombre d'outils que vous avez. D'accord? Ensuite, alors là, c'est la méthodologie de la recherche. La méthodologie de la recherche, là, je ne sais pas, vous posez des questions, vous dites que alors, cela nous permettra de collecter, ça c'est méthodologie de la recherche, hein. Vous dites que cela me permettra de collecter le maximum d'informations, de creuser dans toutes les dimensions, et d'aller en profondeur dans chaque cas étudié. Ça me permet de creuser dans toutes les dimensions. Il faut le formuler. Le style c'est important, hein. Le style c'est très important quand vous faites un travail scientifique. Et puis à la fin de ce paragraphe-là, au niveau de la méthodologie de recherche, vous dites, hein, je vous dis, la méthode sera qualitative dans une échelle de recherche macro avec l'étude de l'analyse de texte. Pour dire quoi? La méthode sera qualitative dans une échelle de recherche macro avec l'outil de l'analyse de texte. Vous allez nous expliquer tout cela maintenant, quand je vais vous donner la parole. Donc il faut expliquer cela, ce que vous voulez dire. C'est vrai que je suis tenté à vous poser une question, parce que ça revient souvent par rapport donc, à votre problématique. Vous parlez de la diplomatie climatique, et puis vous avez donné une définition. Je vous pose la question, quelle différence y a-t-il entre la diplomatie classique et la diplomatie climatique? Ça, c'est une question que je pose. On va revenir là-dessus. Et quelle différence aussi y a-t-il entre diplomatie et politique étrangère? Donc, quelle différence y a-t-il entre la diplomatie classique, la diplomatie climatique et la politique étrangère? Ça, c'est une question que je pose par rapport à ce travail. C'est vrai que à la bibliographie, oui, c'est vrai, la bibliographie, elle est dense, hein. On voit bien que vous avez glané un peu partout de l'information par rapport justement au sujet qui est très intéressant, ce sujet-là, qui est un sujet d'actualité et qui pose beaucoup de questions sur les enjeux dans les relations internationales autour du climat. Moi, la question que je pose, justement une seule question, c'est par rapport aux enjeux. Quels sont les enjeux? Et quelle est la place d'abord? Quelle est la place des pays en voie de développement, surtout des pays du Sud? Quelle est la place des pays du Sud dans ces négociations internationales? Et quel profil peuvent-ils tirer des enjeux de ces rencontres-là? Parce que souvent on n'en parle pas, souvent on fait référence aux grandes puissances, et exceptionnellement on parle que de compensation pour ces pays-là. Et pourquoi les pays en voie de développement ne parlent-ils pas d'une seule voix dans ces rencontres multilatérales? Pourquoi ces pays-là ne parlent-ils pas d'une seule voix dans ces rencontres-là? Parce que tout à l'heure, vous avez fait cas de ça, vous avez parlé d'égoïsme
l'égoïsme national, c'est-à-dire que cette diplomatie face à l'égoïsme national et les enjeux. Voilà, pourquoi ne parle-t-il pas d'une seule fois et quels profits peuvent-ils tirer de ces enjeux pendant ces rencontres? Voilà les questions qui sont liées que je voulais vous poser. Et je vous remercie. Vous avez donc le temps de répondre à toutes ces observations. Merci beaucoup merci pour toutes ces observations que nous allons recueillir avec beaucoup d'intérêt et nous allons essayer d'améliorer. Seulement pour revenir à la page 10, concernant les erreurs de forme, quand je parlais de dépasser ces deux dernières, je ne parlais pas du climat, je parlais plutôt des frontières et limites écologiques. Donc je ne parlais pas de la crise environnementale, mais plutôt des frontières et limites écologiques. Et pour cela, j'ai dû mettre accent aigu ES, parce que ça répondait plutôt aux limites et frontières, pas à la crise environnementale. Sinon, pour les autres observations, on prend note et on va améliorer. Par rapport à la question de savoir quelle est la place des pays du Sud dans les négociations internationales, là, je l'ai dit dans le mémoire, il faut savoir que les pays du Sud constituent un groupe assez hétérogène. Quand je dis assez hétérogène, il faut savoir que les pays émergents ne sont plus comparables aux pays africains. Pourquoi? Parce que c'est des pays qui connaissent une croissance très rapide et qui ont une forte participation dans les émissions de gaz à effet de serre, contrairement à l'Afrique qui n'émet que 4%. Les pays émergents, je prends l'exemple de la Chine et de l'Inde. Ce ne sont pas des pays ce ne sont plus des pays à négliger, ce sont des pays qui peuvent concurrencer les puissances internationales de par leur développement rapide et de par leur participation aux émissions de gaz mondial à effet de serre. Déjà dans les années 80, des années 80 aux années 2000, la Chine a eu un PIB qui a été multiplié par 9, contrairement à la France, dont le PIB a été multiplié par 1,3. Donc toute cette croissance de la Chine a un coût énorme pour l'environnement. Parce que la Chine se base par exemple sur le charbon, qui est une énergie qui émet une forte émission de gaz à effet de serre. Le charbon, le pétrole et le gaz. Donc, à la conférence de Stockholm, par exemple, il y avait eu un groupe, le G77, composé des pays émergents et des pays africains. Donc, c'était un pays dirigé, par exemple, par la puissance indienne, qui a fait valoir la position de l'Inde et des Africains. La position de savoir que les pays développés doivent plus participer à l'effort de réduction de gaz à effet de serre en raison de leur responsabilité historique. Donc, cette même position est toujours défendue par ces pays émergents et les pays africains, mais on ne peut plus mettre dans un même bloc ces deux pays en vue de la croissance rapide des pays émergents. Quant aux pays africains, on ne peut pas dire que l'Afrique ne... En fait, l'Afrique, pour une fois, dans les négociations internationales, l'Afrique parle du même voix. Pourquoi? Parce que déjà, dans les négociations climatiques, il y a un groupe de représentants des négociateurs africains qui part dans les négociations pour représenter tous les pays africains. Donc l'Afrique n'est pas dans les individualités quand il s'agit de la problématique climatique. Et avant de partir à ces négociations, il y a une conférence des ministres des environnements africains qui est organisée pour préparer les États africains à aller défendre leur position dans la question climatique. Donc on peut dire que l'Afrique ici est plus ou moins très unie par rapport à la problématique climatique. Donc quand on parle de divergence dans les pays du Sud, je fais la différence entre les pays émergents et les pays africains, tout en sachant que l'Afrique n'est pas du tout disloquée dans cette problématique. Mais la différence est quand même à faire entre ces pays émergents et les pays africains en vue de leur différence de développement. Et parler des pays émergents, des BRICS, des pays africains, vous avez l'Afrique du Sud,
Oui, il y a l'Afrique du Sud, mais quand je parle des pays émergents, en forte croissance économique, je donne l'exemple ici dans mon travail de la Chine et de l'Inde. Tout en sachant que, bien sûr, l'Afrique du Sud fait partie des pays émergents, mais je n'ai pas traité ce cas dans mon travail, sachant qu'il fallait quand même délimiter ces multiples cas dans une perspective comparative, avec quelques exemples des pays africains cités et des pays développés. Donc, ce n'est pas tous les pays qui ont été ici cités. J'aimerais aussi revenir à la question de savoir si le développement a été durable. J'étais sous le coup du stress. Mais quand même, je pense que le développement peut bel et bien être durable. Pourquoi? Parce qu'il y a des énergies qui sont renouvelables et qui peuvent être exploitées pour arriver à un développement durable. Je prends l'exemple de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. Ils sont, en Afrique, par exemple, il y a une abondance de ces types d'énergie. Seulement, le développement durable a un coût très énorme. C'est pourquoi la problématique du financement dans les négociations internationales pose un danger énorme dans les négociations climatiques. Les pays développés n'ont pas ces ressources éoliennes ou solaires, n'en ont pas assez du moins. Ces ressources sont disponibles en Afrique. Et les pays africains ne disposent pas d'assez de financement pour exploiter ces différentes ressources. Ce sont les pays développés qui en disposent et ne voient pas d'intérêt à financer les Africains pour exploiter ces types de ressources. Même si la problématique environnementale elle est globale et concerne tous les pays, il faut savoir que c'est l'Afrique qui est plus exposée que les pays développés. En raison de sa résilience très limitée, en raison de ses défis de développement et en raison aussi de sa manque d'expertise, de son manque d'expertise à exploiter ces différentes ressources. Donc, un développement peut être durable, mais est-ce que cela peut être durable en Afrique? Ça, c'est une question auquel les Africains n'arrivent pas à trouver une réponse. Et par rapport à la différence entre diplomatie en général et diplomatie climatique. La diplomatie climatique, son sujet principal, c'est le climat. Tout en sachant que, selon François Gemène, cette diplomatie climatique transcende le domaine du climat pour englober tous les autres domaines de la vie publique, à savoir le social, le politique et l'économie. Donc, Amidon qui revient dans cela pour dire que en fait, les négociations climatiques, les COP en fait sont seulement des chambres d'enregistrement qui permettent qui sont un prétexte pour parler de tous les domaines de la vie publique. Parce que dans les négociations internationales, on ne remarque pas que les acteurs qui sont intéressés par le climat. Il y a les industries qui sont là, il y a aussi les acteurs non étatiques qui sont là. Et en parlant des industries, il y a une forte diplomatie des couloirs qui est faite dans les négociations climatiques. Ils ont ce qu'on appelle les side events en diplomatie. Ils ont une forte influence sur les États. Certes, c'est les États qui détiennent le monopole décisionnel quand il s'agit de la négociation en général et même de la négociation climatique, mais les industries ont une capacité d'influencer ces États en fonction de leurs propres intérêts. Donc, la diplomatie en général, on peut dire que d'une certaine manière, la diplomatie climatique rejoint la diplomatie en général parce que la diplomatie en général permet juste permet aux États de se rencontrer et de négocier des accords sur différents domaines de la vie. Sachant que la diplomatie climatique concerne seulement le climat, mais englobe tous les autres domaines de la vie publique, les deux diplomaties peuvent, dans une certaine manière, converger. La diplomatie climatique et la politique étrangère. La diplomatie en fait partie de la politique étrangère d'un État. Donc, la question c'était la diplomatie climatique et politique étrangère. La diplomatie climatique fait partie intégrante des politiques étrangères des États, qui sont que des interactions entre différents États en vue de négocier par rapport aux intérêts des uns et des autres.
Donc la diplomatie climatique fait partie de cette diplomatie, de cette politique étrangère. D'accord. Et allez-y. Pour revenir au fonds vert. Vous n'avez pas fini avec le fonds vert? En fait, il y a différents fonds qui sont octroyés pour. Il y a différents fonds qui sont octroyés pour l'environnement, mais quand il s'agit de capter ces fonds, il y a des techniques à maîtriser. Il y a aussi un long processus à suivre. Déjà, le fonds peut arriver et qu'il y a pas des quotas. Pour dire que tout le fonds qui est alloué ne vient pas en tant que tel, parce qu'il y a dans le processus de déploiement des fonds, il y a des conditions à respecter. Il y a aussi des projets à mettre en place pour capter ces fonds. Et ces projets, les États africains ne maîtrisent pas les techniques pour mettre en place des projets qui peuvent capter les fonds verts. C'est dans ce cadre que la Banque africaine de développement déploie des ressources pour former les États africains sur comment capter et utiliser ces fonds. Et parlant des fonds aussi, on peut faire le lien entre ces fonds verts et les crédits carbone, par exemple. Parce que les crédits carbone sont une manière de permettre aux pays développés de financer sur des projets verts. Il y a toujours des fonds qui viennent de financer sur des projets verts qui leur permettent de dire que j'ai participé aux efforts de réduction des gaz à effet de serre. Par exemple, l'UGB, par exemple, l'UGB Verte, par exemple, qui est une association qui est ici basée à l'UGB, peut décider d'organiser une séance de reboisement des mangroves, par exemple. Et dans ce cadre, Total, qui travaille fortement dans les énergies fossiles, peut décider de financer ce projet-là. En finançant ce projet, Total peut se dire même s'il travaille dans les énergies fossiles et qu'il participe fortement aux émissions de gaz à effet de serre, il peut se dire qu'il a participé aux efforts de réduction des gaz carboniques. Pourquoi? Parce qu'il a eu à financer un projet qui participe à ces réductions des émissions. Parce qu'on sait que les mangroves ont une forte capacité de capter des émissions de gaz à effet de serre. Et les crédits carbone participent à cela, à la réduction, au stockage ou à l'élimination des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc on peut lier cette problématique à la question des fonds verts. D'accord. Est-ce que vous avez pas d'autres questions? Alors, je vous remercie pour la présentation. Et les questions qui sont posées n'entament en rien la qualité